Le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne vous présente sa chronique hebdomadaire. Bonjour aux auditeurs de la chronique des Libres Penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Louis. Eh bien, nous allons aujourd'hui poursuivre l'évocation des conditions dans lesquelles la loi de 1905 a été adoptée, a évolué et a été débattue. Et la semaine dernière, Jean-Jacques a évoqué quelques grandes figures de cette loi, en particulier Aristide Briand. Il va poursuivre aujourd'hui. Là, vous allez voir que de nouveaux acteurs vont rentrer en scène, si j'ose dire, et il va commencer à dégager les axes essentiels de cette loi fondamentale. Jean-Jacques. Oui, voilà, donc ça sera des petits morceaux que nous évoquerons à chaque fois. C'est très long comme débat, mais c'est très intéressant et passionnant parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, nous retrouvons des choses d'actualité, des points d'actualité et des questions d'actualité. Donc, nous avons vu l'abbé Guéraud qui essayait de faire retarder la discussion. Nous avons ensuite divers intervenants qui sont j'ai d'un côté ou de l'autre. D'un côté, donc je mets les deux équipes je présente les deux équipes. D'un côté, le camp des cléricaux, de ceux qui veulent garder le concordat et donc le financement des cultes par l'État, et de l'autre, des républicains, alors qui ont diverses sensibilités, puisqu'on retrouve des gens qui s'appellent des socialistes, on a des gens, alors avec diverses tendances d'ailleurs, des guédistes, des blanquistes, on a des gens des radicaux, voilà, comme l'indique leur nom, plus radicaux, et puis des gens modérés, mais qui sont républicains et qui aussi pensent qu'il serait bon d'avancer sur la question et de sortir de l'emprise de l'Église catholique essentiellement, mais des dogmes en général. Donc, un des acteurs, je l'avais cité la semaine dernière, c'est Émile Buisson. Il y a Buisson, et puis, Émile Combes, excusez-moi. Donc, Émile Combes. Je vais vous le présenter tout de suite, parce qu'il a quand même une vie surprenante. Vous le connaissez peut-être parce que à l'école, on vous a montré surtout les caricatures du petit père Combes. Les caricatures en question me faisaient, moi, penser toujours aux caricatures de Darwin, un peu. Les caricaturistes en la matière avaient peu d'imagination, faut croire. Mais il y avait une hargne qui s'est exprimée autour de Émile Combes. Alors, qui est-il, Émile Combes? Donc, il s'appelle Émile Justin Louis Combes. Il est né dans le Tarn, à Roquecourbe. Le Tarn qui a produit Jaurès aussi. Donc, le Tarn, il est né en 1835. Il est mort en 1921. Il est né en Charente inférieure à l'époque, puisqu'elle s'appelait comme ça, de nos jours Charente-Maritime. Il est le fils de Jean Combes et de Marie-Rose Banne. Émile est le 6e enfant d'une famille de 10 enfants. Son père était un tailleur d'habits qui a changé de métier parfois pour faire vivre les siens. Et ce petit Émile, il apprend le latin par l'instituteur public, donc 1835, 1840, 1850. Ensuite, il apprend le latin aussi par son parrain. Son parrain qui est important dans cette famille parce que le parrain Jean Gaubert est un prêtre et en même temps c'est un cousin. Et Jean Gaubert est décrit ainsi par un bryographe: il a le prestige et l'autorité du sacerdoce et de l'instruction. On lui obéit. Et s'il demande des sacrifices, il s'en impose aussi. Son insistance à vouloir qu'un de ses petits cousins devienne prêtre est étonnante. Alors, toujours le même. Ayant échoué avec Philippe en 1840, avec Émile, donc celui qui nous intéresse, en 1845, il ratera son dernier essai avec Henri 1860. Entendez par là, il rate, c'est-à-dire que les futurs prêtres pris au cocon ne deviendront pas prêtres. Émile Combes, d'ailleurs, deviendra plutôt anticlérical. Donc Émile Combes, à 12 ans, entre en 4e au petit séminaire de Castres.
grâce à ses connaissances en latin. Ensuite, il est à l'école des hautes études ecclésiastiques, lieu de formation des prêtres, où l'on souhaite étudier ensuite à la Sorbonne. Ensuite, il entre au séminaire d'Albi, où il portera la soutane et il sera tonsuré. Mais là, on considère que sa vocation de prêtre est peu sérieuse et on l'éjecte. Et il n'est pas d'accord à l'époque, il voudrait re-rentrer dans le sérail. Ensuite, donc, il prépare un doctorat, il est admis docteur ès lettres en 1860. Alors, tenez-vous bien, voilà le sujet de sa thèse en français. Il a une thèse en français et une en latin. Sa thèse en français, c'est saint Thomas d'Aquin, et sa thèse en latin, c'est saint Bernard. Donc, il reste proche de l'Église catholique. Il est recruté comme professeur laïque de l'institution diocésaine à Pons, en Charente, inférieure de l'époque, maritime de nos jours. Renonçant à l'enseignement ensuite, vers 1860 et quelques, il entreprend des études de médecine. Cette fois, il passe une thèse de médecine en 1868, donc il est médecin, et il retourne s'installer à Pons, qui s'appelle désormais donc Charente-Maritime. Il est initié à la franc-maçonnerie, et il s'affirme alors comme un déiste, ce qui ne l'empêche pas de conserver dans sa clientèle l'institution diocésaine. Il est élu maire de Pons, il sera sénateur de Charente-Inférieure en 1885 et il devient président de la Gauche démocratique. Il entre au ministère de l'Instruction publique en 1895 et en 1902, nous l'avons retrouvé finalement à la préparation donc de la commission de préparation de cette loi. Et il mène alors une politique dite du combisme qui est fortement anticléricale et qui amène en 1905 donc à la loi et à l'aboutissement, enfin l'achèvement de l'école laïque en France. Mais en 1905, il démissionnera suite à l'affaire des fiches. Vous vous souvenez peut-être, donc en 1902, donc il succède à Waldeck-Rousseau à la présidence du Conseil. Il a une majorité, et là, ça c'est intéressant, donc cette majorité, 368 voix d'un côté contre 220 de l'autre. Dedans, c'est 368, 48 socialistes, des radicaux socialistes, des radicaux et des républicains divers. Voilà. Donc, je vous ai un peu brossé à grands traits le tableau de Combes. Bon, bien sûr, ce n'est peut-être pas suffisant, mais ce personnage qui a évolué, et c'est une bonne chose qu'il ait progressé dans sa vie. Donc, quel rôle a-t-il joué dans cette loi de 1905 ? Alors, dans cette loi, finalement, il présente la commission, mais on ne le voit pas apparaître dans les débats. Enfin, je ne l'ai pas vu. Il est président du Conseil à ce moment-là. Donc, tu étais un peu jeune à l'époque. Pardon ? Tu étais un peu jeune à l'époque. Je ne l'ai pas vécu, on me l'a raconté, et je l'ai lu dans les livres. Voilà. Et justement, je vais vous parler donc donc à la suite des premières interventions donc des cléricaux, on a un député d'un département voisin pour le nôtre, le député de la Haute-Vienne, il s'appelle Jean Codet. Jean Codet, il a soutenu les ministères de Waldeck-Rousseau puis de Combes, les ministères dont on parlait, et il affirme que la rupture avec Rome s'explique par l'affrontement de deux principes antagonistes et non par la politique personnelle du président Combes. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit émerger la pensée républicaine là. Donc, je cite Codet, « Depuis plus d'un siècle, deux sociétés se sont formées et ont grandi côte à côte. L'une, la société cléricale qui repose sur la doctrine du syllabus et de l'encyclique Quanta Cura. L'autre société, la société laïque, s'inspirant au contraire des philosophes du XVIIIe siècle et des principes de la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789. Le mariage de raison, l'union mal assortie que le premier consul, Napoléon Bonaparte futur, avait contracté au nom du gouvernement français avec le Saint-Siège, donc c'est de 1801, devrait forcément se terminer par un divorce. Donc toujours Codet, il rappelle que Pie IX a condamné tous les principes proclamés en 1789, notamment la liberté de conscience dont s'est abusivement réclamé l'abbé Guéraud, donc, qui citait l'encyclique Quanta Cura. Et oui, je continue donc sur ce qu'il dit. Il dit « Ils osent favoriser cette opinion erronée si funeste à l'Église catholique et au salut des âmes, opinion appelée délire par Grégoire XVI, un pape de 1832, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, savoir que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. » Oui, pardon, il cite le pape, là, l'encyclique.
Il ne considère pas qu'il prêche une liberté de perdition que s'il est permis de tenir compte que des appréciations humaines pour tout discuter et tout juger, il ne manquera pas d'hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans les vaines paroles de la sagesse humaine. Donc le clergé est bien conscient que ce qui est en jeu, c'est la liberté des individus, la liberté des citoyens. J'ai encore un peu de temps ? Oui. Très peu, mais il y a la question donc de la liberté des citoyens, la liberté de conscience. C'est également une histoire de gros sous, là. Alors, bien sûr, c'est avec acharnement que le parti clérical va avancer des arguments, mais nous y reviendrons la semaine prochaine et peut-être la semaine suivante sur les arguments avancés qui sont, comme on dit vulgairement, qui ne sont pas piqués des vers, parce qu'il faut quand même avoir du toupet pour avancer ce qu'ils osent avancer. Donc, pour cette mise en bouche, je dirais, je vais m'arrêter là peut-être, et nous reprendrons la semaine prochaine, mais nous avons peut-être des choses à annoncer. Oui, alors absolument. Bon, nous avons, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, hein, le 21 juin prochain, c'est une journée importante pour le groupe Fred Zeller, puisque nous allons avoir le matin notre assemblée générale pour donc nos adhérents et ceux qui souhaitent le devenir d'ici là, bien évidemment. Et puis, l'après-midi, nous allons avoir une conférence sur Fred Zeller, le film... Avec un film, oui, tout à fait. Le film Fred Zeller, un homme d'engagement, un film de Jean-Paul Blot, sera projeté. Et à l'issue de ce film, nous engagerons une discussion sur ce personnage qui a été Fred Zeller, qui est libre penseur, je dirais, toute sa vie, et qui a eu malgré tout un itinéraire très très varié, puisqu'il a été au Jeunesse socialiste, il a été militant trotskiste, il a été grand maître du Grand Orient de France. C'est quelqu'un qui a eu une vie... Et peintre. Et donc peintre, notamment à la fin de sa vie. Voilà, nous allons parler de Fred Zeller le 21 juin. Oui, pour citer un de ses ouvrages de Fred Zeller, il a été témoin du siècle, c'est-à-dire qu'il a traversé le siècle et il a écrit témoin du siècle, c'est-à-dire sa vie qui est passionnante. Et mais qui nous je ramène pense qu'il faut dire témoin militant. Parce que alors, il ne l'a pas rajouté, c'est nous qui le rajoutons. Voilà, nous parlerons de tout ça le 21 juin. Nous vous invitons à suivre les informations sur le site, donc www.lpdordogne.fr, où vous retrouvez toutes les informations. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir. Vous venez d'entendre le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pouvez réentendre nos émissions sur Radio Libre en Périgord, sur notre site www.lpdordogne.wordpress.com.